Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 126. Déjà 126, Ben? Déjà 126. On a-tu un bel épisode cette semaine? Moi, j'ai un petit épisode, mais avec un film qui était correct, puis deux films que j'ai quand même bien aimés. Fait que ça va être le fun. Ouais. Hey, ça va être le fun. Cette semaine, moi, j'ai quand même un bagage. Deux films que j'ai regardés pour t'accompagner. Ça va être le fun. Puis j'ai un bagage, sinon, assez dans le domaine de l'horreur. Ça va être le La fun. Noune. La Noune. Le médiocre Noune 2 qui a l'air assez pourri, là. Écoute, on peut commencer avec ça si tu veux. La Noune Ouais. 2, la religieuse, pour être précis. Là, en version française, c'est la religieuse 2. Le dernier film, la dernière mouture de l'univers, La Conjuration. Je sais pas si tu es familier un peu avec l'univers. T'as-tu vu des films? J'ai rien vu de tout ça. T'as rien vu de La J'ai rien vu. Conjuration? Ouais. Non. Okay. On a présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 films dans cet univers-là, dont 3 films de Conjuring, 3 films de Annabelle, un film sur la malédiction de la Llorona, qui est une légende urbaine, si je ne me trompe pas. Puis, là, 9, là, en fait, parce qu'on a la religieuse 2 qui vient de sortir, donc 9 films dans l'univers de Conjuring. Puis, 2 films de la religieuse. Puis bon, par où commencer? La Conjuration, moi, j'ai adoré le premier film. Quand c'est sorti, c'est 2014, 2013-2014, le premier film. Puis, c'est un film de James Wan. C'était très bon. Je veux dire, dans le domaine de l'horreur, James Wan nous a apporté, oui, Décadence. Mais je peux pas vraiment. Décadence, c'est que c'est gore. C'est pas épeurant. C'est rien d'épeurant. C'est un genre de slasher, mais t'as pas l'ambiance terrifiante. C'est beaucoup plus axé sur le gore puis le suspense. On va dire, là, c'est de l'épouvante, oui, mais il y a peut-être juste la petite marionnette là, qui peut faire peur ou bien la tête de cochon. Il y a comme un masque là, que c'est un porc là, avec des cheveux qui est quand même. C'est ça, c'est quand même effrayant. Là, quand tu vois ça dans le noir, t'es comme tabarnache, c'est un fucky qui porte ça. Mais sinon, les films en soi de Décadence, c'est pas épeurant. D'ailleurs, Shootout, Décadence 10, sort dans 2 semaines. Ça va être écœurant. J'ai hâte d'aller voir ça. Avec la patte patrouille aussi en même temps. Oui, j'ai hâte de voir ça parce que c'est le retour de Tobin Bill. Tobin Bill qui est le John Kramer, le grand marionnettiste là, de tout ce qui se passe dans Décadence. Mais c'est un genre de prequel. En tout cas, on s'en rejase dans les prochaines semaines. Mais bref, James Wan, après ça, qui nous donne Insidious 2010, 2011, 2011, je pense. Insidious qui rehausse un peu l'horreur de son sommeil profond quand même, parce que on se mentira pas, dans les années 80-90, c'est les slashers qui dominent le film d'horreur, qu'on appelle plus communément le film d'épouvante. C'est pas vraiment de l'horreur pure, mais c'est de l'épouvante. Puis après ça, dans les années 2000, c'est comme un mélange de, oui, la continuité du slasher qui suit la vibe des années 90, mais t'as comme la nouveauté un peu dans le domaine surnaturel. C'est beaucoup des films de monstres, des films, ça peut être aussi des films avec des animaux tueurs, mais c'est surtout, c'est ça, c'est aussi la venue du CGI qui est un peu plus puissant, avec les ordinateurs. Donc là, t'as comme des films de monstres vraiment mal faits, là, avec du CGI vraiment, boboche. Mais t'as aussi la venue de films surnaturels sur les fantômes, les espèces de légendes urbaines là, qui refont surface. Puis là, donc, c'est ça, James Wan nous arrive avec Insidious, qui fait quand même peur. Je sais que tu n'avais pas aimé le premier film, mais c'est un film. Non, hein? C'est ça. Mais c'est un film qui. On s'en est parlé récemment, là, quand j'avais été voir le 5.
Je l'avais trouvé nul à chier, mes amis. Mais, comme je t'avais dit, là, il était vraiment poche, le 5. Puis d'ailleurs, le 3 et 4 sont vraiment pas bons. Là. Tu sais, c'est pas des bons films. Mais le premier puis le deuxième, je trouve l'histoire est vraiment intéressante. Puis c'est des films qui font quand même le saut, tu sais, qui peuvent. Ben, le saut. J'ai quand Ben, même tu de sais, c'est ça. Tu sais, l'expérience. mettons le premier, il y a quand même une vibe terrifiante. Même si j'ai pas aimé ça, tu sais, tu Oui, sens que c'est whack, là, puis tu te sens quand oui, même pas. oui. Ben, c'est parce que tu rentres vraiment dans un nouvel univers, tu sais, l'univers de l'au-delà, si tu veux, mais de l'enfer, là, comme de. C'est un peu les limbes. Tu sais, ils rentrent dans l'univers des fantômes et tout. Fait que c'est quand même effrayant à ce niveau-là. Puis, mais là, il rehausse encore plus l'horreur. Ben, je pense que c'est 2013. Pas sûr, il faudrait faire des recherches. Mais en 2013, avec La Conjuration, que là, c'est un. On pourrait quasiment dire que c'est comme un remake de L'Exorciste, là, tellement que c'est quand même fréquent. Puis c'est. Là, t'es vraiment dans une ambiance épeurante. Tu sais, même moi qui n'ai pas peur de films, là, en général, je les vois venir, là, les sauts. Quand t'es rendu. Ben, comme moi, mettons que j'ai tellement vu de films d'horreur dans ma vie que là, c'est quand même difficile de me faire peur. Mais La Conjuration, tu sais, je te le dis, là, j'avais eu quand même un frisson. Là, c'est quand même épeurant. Mais moi, c'est souvent le sentiment de OK, c'est comme basé sur une histoire vraie, c'est des vrais documents. Il y a quelque chose de plus dans La Conjuration parce que tu suis les enquêtes de Ed et Lauren Warren qui ont vraiment existé, ils ont vraiment des documentations là-dessus, ils ont des vidéos, ils ont. Fait que, tu sais, là, tu sais, moi, je suis zéro croyant là, aux esprits puis à tout ce qui est ce monde-là. Mais en voyant des affaires de même, c'est ce que je trouve qui rehausse encore plus le film là, de l'horreur. Tu sais, ça fait encore plus peur, tu sais. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Un de mes films surnaturels préférés, puis je me rappelle pas si je t'en avais parlé au podcast déjà, mais là, l'Halloween s'en vient. Je vais peut-être le réécouter sur un bout. C'est un film de 2009, La malédiction du Connecticut. T'as-tu déjà vu ça? Non, ça ne dit rien. C'est vraiment, c'est vraiment un bon film, je trouve, qui rentre dans l'angoisse vraiment des personnages. Puis c'est basé sur une histoire vraie. C'est une famille qui emménage dans une vieille maison au Connecticut parce que le fils aîné, il est malade, il a un cancer. Puis là, lui, il va comme avoir sa chambre dans le sous-sol, puis là, il va commencer à avoir des morts partout. Puis là, tu découvres donc c'est des morts qui sont comme enterrés dans la maison, là, qui sont comme empilés les uns sur les autres. Puis il y a comme toute une légende derrière ça. Puis c'est vraiment fréquent, mais j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment une belle fin aussi là, de ce film-là. Je l'écouterai pour l'Halloween, puis on en jasera plus approfondi. Mais bref, c'est ça, les films qui sont basés, tu sais, comme Amityville, ça m'a toujours, tu sais, vraiment fait frissonner. Tu sais, Amityville, c'est des histoires vraies, là, tu sais, c'est des histoires qui sont basées sur des faits réels, en fait. Puis d'ailleurs, Ed et Lauren Warren, ils ont travaillé pour un cas dans la maison d'Amityville. Fait que, tu sais, c'est comme tout relié. Parce que toutes ces histoires-là se passent souvent dans les années 70. 70-80, là. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes qui se passent dans ces années-là. Ben, fouille-moi pourquoi, je sais pas. Mais c'était comme peut-être la venue aussi des croyances, là, un peu là-dedans. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, un effet comme bombardement. Ah, Amityville, c'est hanté. Ah, une autre cathédrale. T'sais. Mais bref, le premier film, La Conjuration, si je me trompe pas, ça se passe en 1972. 71, 72. Puis, ben là, c'est une histoire quand même. C'est terrifiant. Comme je te disais, ça me faisait penser à l'exorcisme parce que la mère de famille, c'est une maison, en fait, où la famille emménage. Les parents avec, je pense qu'ils ont 3 filles, 3 ou 5 filles. Donc, c'est 3 filles. Puis la mère, c'est pas juste des filles, excuse. Je suis en train de me mélanger avec le deuxième, parce que ça se ressemble quand même, là, les deux cas. Mais bref, la mère de famille, elle devient possédée par le démon qui est dans cette maison-là. Puis là, c'est vraiment fréquent. C'est Lily quelque chose, la mère. Ouais, je C'est vais aller chercher. ouais. C'est la fille, justement, que je te parlais des Hunting Lily Taylor. dernièrement. Là. Lily Taylor, c'est ça.
Parce que je te parlais de The Hunting, que j'avais regardé l'original des années 60, puis 50, 60. Puis ben, le remake, c'est Lily Taylor qui joue dans The Hunting. Là. Quand même une très bonne actrice pour ce genre de rôle-là. Là. Elle a l'aspect frayeur là, marqué dans le front. Fait que, ben, c'est ça. Fait que le premier Conjuration, je te dirais que c'est le meilleur film de l'univers. Moi, c'est le film qui m'a vraiment fait genre frissonner, comme je te disais. Après ça, tu as le deuxième qui est sorti en 2016, je ne me trompe pas. Puis le deuxième, ben, ça ressemble pas mal au premier. C'est un autre cas du couple, là, dans le fond, chasseur de fantômes. Puis, mais tu rentres un peu plus en détail dans l'intimité, si tu veux, des Warren. Tu survoles un peu plus leur vie, leur vie, leur vie commune là, avec leur fille. Ils ont une fille, puis tu rentres un peu plus en détail dans d'autres histoires qui vont, après ça, avoir un impact sur les autres films de l'univers. Comme dans le premier Conjuration, tu vois Annabelle, la petite poupée, là. Si je ne me trompe pas, c'est dans le premier. Ou bien le deuxième. Je me mélange peut-être un peu, là. Je ne les ai pas réécoutés récemment, là, mais bref, tu vois Annabelle dans la Conjuration. Puis dans le deuxième film, là, c'est une histoire où c'est une mère monoparentale avec, je pense, elle a 5 filles. Puis ça se passe à Londres, à Londres ou bien en Europe, là, quelque part comme, dans ce coin-là de Londres. Puis c'est un cas un peu plus survolté, là, puis ils vont arriver dans le deuxième avec l'histoire de la nonne. La nonne qui est un démon qui poursuit, si tu veux, le couple des Warren. Fait que c'est comme un autre démon. T'sais, dans le deuxième, je trouvais. Il est bon, le deuxième film, mais je trouvais qu'il y avait comme 2 histoires complètement différentes agencées ensemble. Il est long quand même, le film. Tu l'écoutes, puis il a l'air long. Il n'est pas si long, il est comme 2h12, mais il a l'air long parce qu'il y a plusieurs histoires. Ça finit plus. Mais il est quand même super bon. Puis là, après ça, bon, là, ça débouche. Ils font un film sur Annabelle, qu'on a vu dans La Conjuration. Fait que là, c'est une histoire un peu plus. Parce que le deuxième, la Conjuration, je pense que ça se passe en 77, quelque chose comme ça. C'est comme 5 ans plus tard que le premier film. Mais là, Annabelle, tu retournes en arrière, parce que c'est comme un prequel, si tu veux, à c'est qui Annabelle, la poupée, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle mange pour dîner. Fait que c'est une histoire qui se passe dans les années 60, je ne me trompe pas. Mais j'ai trouvé ça tellement plate là, quand je l'avais vu au cinéma. Il n'y a comme aucune frayeur, il n'y a aucune nouveauté dans ce film-là. Le film, il dure 1h30, je pense. Puis il se passe rien. Là. C'est un couple qui va trouver la poupée Annabelle, puis il y a comme un démon là-dedans. Je me rappelle plus trop, là, mais c'est vraiment un film plate que je trouve. Puis les critiques ont pas été bonnes, mais se sont quand même concentrés à faire un autre Annabelle. Fait que là, ils ont fait Annabelle de Creation. Creation qui se passe encore plus tôt dans le passé. Là. On se retrouve dans les années, je pense, 20, 30, là, quelque chose comme ça. Puis, c'est la création d'Annabelle, si tu veux. C'est un couple qui perd leur fille. Elle meurt. Puis là, ils créent une poupée. Puis ils vont l'appeler Annabelle. Quelque chose comme ça, je me rappelle bien. Mais le deuxième film, Annabelle, c'est mon préféré de la trilogie Annabelle. C'est un film beaucoup plus effrayant. C'est axé sur vraiment la terreur là, de la poupée, si tu veux, ensorceler. Puis tu as aussi une très bonne scène avec un épouvantail qui est vraiment écœurante. Là, parce que ça aussi, c'est comme je dirais pas un orphelinat, mais c'est comme une école de filles. Là. La maison d'Annabelle devient comme une école de filles, si je me trompe pas. Ou bien c'est un orphelinat, puis je me mélange. Mais c'est ça, fait qu'il y a comme des filles qui vont jouer avec Annabelle, puis là, ben là, c'est comme le fantôme de la petite fille qui revient. Là. Fait que c'est beaucoup plus effrayant, tu sais. Si vous voulez écouter vraiment un bon film d'Annabelle, écoutez le deuxième, La Création. Parce que là, après ça, il arrive avec Annabelle 3, qui est. Bon, je t'en avais déjà parlé. Là, Annabelle 3, je l'avais pas tant aimé. Il est sorti quand même récemment, là, je pense 2018-2019. Puis ils ont comme mis de la comédie un peu là-dedans. Ça marchait pas tant. Là. C'était pas. On veut un film d'horreur, un film qui fait peur. On veut de la terreur. On veut pas de la comédie. Puis, c'est que là, dans ce film-là, puis là, je vais t'en parler de plus en plus qu'on avance dans cet univers-là, là, avec différents films.
Mais c'est que on s'écarte, on s'éloigne complètement du réalisme de la chose, du fait vécu, du fait véridique, qui est basé sur une histoire vraie. Fait que moi, je trouve personnellement que ça enlève complètement la frayeur de ce que la Conjuration a apporté à l'univers, dans le sens que là, on se retrouve avec Annabelle, il y a comme des loups-garous là-dedans, c'est comme plein de démons qui s'enfuient, puis là, t'as des gros loups-garous, c'est n'importe quoi, c'est vraiment, là, pour vrai, j'ai pas tant aimé le 3. Il est quand même meilleur que le premier, parce qu'il se passait de l'action, mais je l'ai vraiment pas aimé, tu sais. Puis juste avant ça, ben là, ils ont fait la malédiction de la Riorna, qui est une légende urbaine mexicaine. Je me rappelle plus tant c'est quoi, je l'ai juste vu une fois au cinéma. J'avais quand même pas détesté, mais il faut savoir que c'est le film de l'univers qui a reçu c'est la moins bonne note. Là. C'est comme les gens l'ont en horreur là, parce que c'est un film plate. J'ai pas détesté le film, c'était quand même bien. Mais c'est ça, c'est l'histoire c'est une femme mariée, là, fantôme, qui vole les enfants. Là, elle les noie, parce que je pense, la légende, c'est qu'elle a noyé ses enfants dans une rivière, puis là, si t'es pas... si tu t'occupes pas de tes enfants, je pense qu'elle va venir les prendre, puis elle va les noyer. En tout cas, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même intéressant, sur papier, mais là, c'est quoi le rapport avec l'univers de la Conjuration? Ben là, dans le film, le rapport, c'est que t'as un prêtre, parce que c'est une histoire qui se passe dans les années, justement, 60. C'est comme le même prêtre qu'on voit dans le premier Annabelle. Puis là, tu le vois dans ce film-là. Mais là, je pourrais pas te dire, je me rappelle plus tant là, de ce film-là. Il aurait fallu que je le revoie, mais ça me tente pas tant. T'sais. Puis, puis dans le fond, c'est ça, mais sinon, il n'y a comme aucun lien dans l'univers. Fait que je sais pas trop pourquoi ils ont fait un film là-dessus, mais bref, ça fait un film de plus dans l'univers. Puis, entre autres, ils ont fait aussi dans les mêmes années, je pense que c'est 2017, 2016, 2017. C'est faux, c'est 2018. Parce que j'étais allé le voir avec Jacob. Puis La Nonne. La Nonne, le premier film de La Nonne, tellement nul. C'était tellement plate. Tu sais, moi, j'avais hâte de voir ce film-là. Premièrement, parce que La Nonne de la Conjuration 2, qui est le démon qui suit le couple des Warren, est quand même effrayante. Là. Elle fait peur. Elle a un gros nez long, puis elle a des yeux jaunes, elle a un sourire vraiment sadique. Puis, tu sais, sur papier, tu te dis, OK, ça va faire peur un film là-dessus, tu sais. Mais c'est un film sur son histoire à elle, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que là, on se retrouve, c'est comme 20 ans avant la Conjuration, fait que on est comme au début des années 50. Puis là, tu rentres dans ce film-là qui dure 1h20, genre, mais il se passe fuck all, là, c'est vraiment long. T'as Teresa Farmiga, qui est la petite sœur de Vera Farmiga, qui joue Lauren Warren. OK. Donc, c'est la femme de Ed, donc c'est le couple. Puis c'est la petite sœur. Fait qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Puis là, tu te dis, il y a peut-être un lien entre les deux. Mais là, dans le premier film, il n'y a aucun lien. Comme, tu vois les Warren à la fin, puis c'est comme juste un flashback de la Conjuration là, qui te montre. Mais l'histoire de la nonne, je pourrais même pas t'expliquer. Il explique même pas. Genre, c'est juste un démon qui s'est comme faufilé dans les nonnes, dans un presbytère. Je pense que c'est en Transylvanie, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment un film. Il paraît long. Là. Il est vraiment court comme film, mais il paraît long parce que c'est plate. C'est juste du jasage. Dans le fond, c'est Teresa Farmiga qui, qui est pas encore nonne, mais est comme dans ses études d'être nonne. Puis là, elle est comme appelée à suivre un prêtre pour aller justement enquêter sur une dizaine de nonnes qui se sont comme suicidées dans un presbytère là, de justement la Transylvanie, quelque chose comme ça, à Rome, quelque chose comme ça. C'est pas mal dans le même coin, là, ce que je t'ai dit, mais en tout cas, c'est un vieux presbytère. Parce que là, il y a un Français qui est là, qui est comme un fermier qui a découvert, c'est ça, une nonne qui s'est suicidée. Puis là, les trois ensemble, ils vont enquêter sur ce presbytère-là, mais c'est tellement long avant qu'il se passe de quoi, puis il y a comme zéro frayeur. C'est juste le nom, la religieuse, puis là, selon... Moi, je me rappelle encore, quand ils ont passé l'annonce de la nonne,
il disait « Ah, c'est le film le plus effrayant de tous les temps. On a arrêté de passer l'annonce dans les cinémas parce que là, les gens paniquaient. C'est tellement effrayant. » Mais tu sais, le film, il est vraiment nul, puis il se passe rien d'effrayant, tu sais. Fait que, mais tu sais, je veux dire, la finition était bonne. Tu sais, je veux dire, ils ont fait une histoire sur le démon de la Conjuration 2. Puis, OK, on a eu un backstory, c'est fait, c'est réglé. À la fin du premier film, tu as un flashback que ça dit 20 ans plus tard. Puis là, c'est un flashback dans la Conjuration. Puis tu revois le démon, dans le fond, comment c'est comme faufilé dans la personne là, pour, après ça, aller terroriser les Warren. Fait que, tu sais, ça a closé cette histoire-là. Tu sais, je veux dire, ça finissait bien. T'as la nonne avec la malédiction de la Liorna, t'as Annabelle, tu sais, je veux dire, on continue dans l'univers d'Atit. Sauf que là, ils sortent un deuxième film de la nonne, puis tu te dis à quoi ça va servir? Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont aller rechercher d'autre dans cette histoire-là? Parce que on a su pourquoi, là, tu sais, elle est comme revenue dans la Conjuration. Fait que là, je me posais des questions, tu sais, pourquoi ils sortent ça? Surtout que c'est quand même soudain, tu sais. J'ai même pas entendu parler. Tu sais, j'entends parler qu'ils font un Conjuring 4, mais j'ai même pas entendu parler de la Nonne 2, tu sais, dans toutes les dernières années. Là. Puis là, il arrive avec ce film-là. Puis selon l'annonce, bon, ça avait l'air effrayant quand même, mais sans plus. Tu sais, moi, j'ai détesté le premier film. Là, je me dis, bon, j'ai pas le choix d'aller voir le deuxième. Je suis allé le voir, Benz. Puis il était aussi plate que le premier. Tu sais, il n'y a rien qui a été relevé de plus, à part peut-être que c'est un film vraiment fait pour les sots, dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes de la nonne. Puis dans le fond, l'histoire, je ne veux pas faire de spoiler pour le premier film, là, mais de toute façon, il est plate, regardez-le pas. Mais, mais c'est qu'à la fin du premier film, le français, dans le fond, le fermier, il se fait comme, si tu veux, possédé par le démon. Puis là, on le sait pas jusqu'à la fin où, 20 ans plus tard, on découvre que là, c'est lui dans la maison d'Amityville qui est comme possédé. Puis c'est à ce moment-là que le démon sort de lui pour suivre les Warren, pour se rattacher à eux. Sauf que là, dans le deuxième film, ben là, tu retrouves Tarissa Farmiga, excuse. Puis tu retrouves aussi le fermier qui est possédé. Fait que là, c'est comme lui qui fait des actes, qui est comme pas conscient parce que c'est le démon qui le possède. Mais là, Tarissa Farmiga est rendue nonne, puis elle est à Rome, elle est ailleurs. Puis lui, il est comme en France. Puis là, il y a comme d'autres. Il y a plein de gens qui sont victimes de la nonne. Fait que là, le Vatican envoie Tarissa Farmiga enquêter là-dessus, vu qu'elle a déjà tué la nonne, si tu veux. Elle a déjà vaincu le démon. Puis là, tout le long du film, tu sais, le film dure 1h50, il est assez long. Puis tout le long du film, ben là, c'est elle qui est on the road avec son apprenti, si tu veux. Puis ils vont juste. C'est vraiment long quand même parce qu'il se passe rien avec ces deux nonnes-là qui sont en enquête parce qu'ils font juste voyager tout le long du film. Puis on the side, ben là, t'as le fermier qui a comme une histoire d'amour avec. Il travaille dans une école pour jeunes filles. Ben, c'est comme un orphelinat aussi, là, mais c'est une école. Puis là, il est comme amoureux de l'enseignante, puis de sa fille. Il se rapproche d'eux, mais là, en même temps, il tue des gens autour. Puis, fait que c'est un peu bizarre. Tu sais, t'as comme deux histoires là, simultanées. Puis là, bon, ce qui est intéressant, c'est la fin, où est-ce que là, il y a beaucoup plus d'action que dans la fin du premier film. Mais quand même, le film sert strictement à rien. T'sais, à la fin, je veux dire, on le sait déjà qu'est-ce qui se passe. Parce que là, le film, ça se passe 4 ans après le premier. Ça se passe en 1956. Fait que, on le sait que dans la congélation, ben, le gars, il est encore possédé. Fait que qu'est-ce que tu veux venir relever là-dedans? Fait que moi, c'est ça, je trouve que le film est vraiment inutile. Là. Mais quand même des bonnes reviews, je pense, un peu. En fait, je ne sais pas. Là. Je pense pas, en fait. On va aller voir, on va aller voir. Mais non, mais c'est ça. Fait que je trouve que c'est un film inutile. Puis là, à la fin, ben, comme on s'en parlait, restez après le générique. Si vous allez le voir, au cinéma en ce moment, restez après le générique parce qu'il y a une scène cachée. Mais la scène cachée, elle dit rien pantoute. Là. C'est vraiment. C'est une scène qui dit fuck all. Puis
dans le fond, tu ne sais pas si ça se veut être un avertissement pour comme présager qu'il va y avoir un Nun 3. Ce que je dirais pas non, parce que le 2 sert strictement à rien. S'il n'y a pas de 3, je veux dire, ça a comme brisé, si tu veux, le lien que le 1 a fait avec la Conjuration. J'ai comme l'impression qu'ils ont créé la Nun 2 sans savoir qu'ils allaient faire un 2. Parce que la Nun 1, elle close vraiment le deal entre la Nun et la Conjuration. Fait que là, j'imagine, ben c'est ça. J'espère qu'il va y avoir un 3 sans espérer vraiment, parce que c'est vraiment nul comme histoire. Mais, il n'y a plus rien à dire là, sur la Nun. Tout est dit. Mais sinon, c'est peut-être aussi une annonce pour la Conjuration 4, qui est le prochain film de l'univers à sortir. Puis là, ben là, si je peux peut-être te parler de la Conjuration un peu plus. La Conjuration 3, c'est pas James Wan qui l'a réalisé. Puis Conjuration 3 est sorti, je pense, en 2019. Non, pendant la pandémie, je pense, 2021. Puis pour vrai, c'était pas tant bon. Là. C'était pas. C'était loin derrière les deux premiers films de la Conjuration. Là. C'était comme une histoire un peu plus irréaliste là, que les deux premières. C'est un nouveau cas des Warren, mais c'est plus personnel un peu. Là. C'est comme sur justement les personnages que joue Vera Farmiga de Lorraine Warren qui est comme hantée par un démon puis ses souvenirs. Parce qu'elle, elle a le don de voyance. Puis là, c'est ça qui est intéressant aussi. Excuse, je passe du coq à l'âne, mais dans la Nun 2, là, c'est comme des flashs où il y aurait comme un lien entre Tarissa Farmiga puis Vera Farmiga, leurs deux personnages. Mais il n'y a quand même aucune résolution de ce, de ce lien-là. Fait que je comprends pas trop. Est-ce que la Conjuration 4 va être en lien avec la Nun 2, peut-être? C'est peut-être la nonne qui va revenir dans la Conjuration 4. Parce que la Conjuration 3 est vraiment out of nowhere. C'est vraiment une histoire. Puis t'as quasiment pas de. Tu sais, à part peut-être les visions là, de Vera Farmiga, t'as comme pas de lien avec le surnaturel, on dirait. Parce que les actes qui sont commis, les meurtres qui sont commis, c'est un tueur normal qui est fait. Fait que là, tu te dis, OK, y a-tu un démon là-dedans? Ou... C'est comme un peu un jeu du chat et la souris. Là. Ils essayent d'enquêter sur des meurtres qui apparemment seraient un démon, mais ils savent déjà dès le début que c'est pas un démon, c'est juste un fake. Là. C'est quelqu'un qui fake le fait qu'il est comme possédé. Mais bref, c'était pas tant bon, c'est le troisième. Mais ça rentre quand même dans la trilogie. Je veux dire, la trilogie est faite. Le couple de Vera Farmiga et Patrick Watson sont. Non, excuse, j'ai dit Patrick Wilson. Watson. C'est Patrick Wilson. Puis il commence à chanter une tune. Mais leur relation ensemble, c'est une bonne relation. Je trouve, comme acteurs, là, ils jouent très bien ensemble. Ils forment un couple. Ils ont l'air vraiment d'un couple. Fait que j'ai hâte de voir quand même la Conjuration 4. Est-ce qu'un 4, c'est jamais, on dirait, une bonne idée là, de faire un quatrième film après une trilogie. On dirait, mais c'est rendu la norme. Hein, on dirait, ils font 4-5 films à la place de juste une trilogie. Arrête ta trilogie-là, puis tu ressens ça dans les grosses franchises, admettons? Ah ben assurément, ils font juste profiter de la Ben, vibe, c'est puis ça. mettons, ils se foutent de la qualité un peu, là. Ouais. Je pense que le meilleur exemple pour dire qu'ils gâchent une trilogie parfaite, c'est Toy Story. Ouais. Où ils ont fait un quatrième film vraiment out Ah ben, of nowhere. il y a un 5 qui s'en vient aussi, Il y a Toy un Story. 5 qui s'en vient en plus. Ouais. Fait que tu te dis, bon, OK, là, le cinquième, c'est-tu pour la machine à cash ou c'est vraiment pour les fans qui n'ont pas tant aimé le 4 puis que là, ils veulent se reprendre, t'sais? Parce que le 4, on va se le dire. T'as-tu vu C'était le pas... 4? Ouais, c'était pas bon. C'était Ben, c'est pas pas que c'était bon, pas bon, c'est que t'sais. c'était pas bon pour un Toy Story. C'était pas bon pour un Non. Pixar. T'sais. Sauf Tu que sais, je l'ai c'était pas aimé. si mauvais que ça. Là. Je l'ai aimé, mais ça gâche tellement la fin parfaite du 3. Puis là, ils ont comme essayé de faire une autre fin un peu nostalgique, triste. Mais ça a comme juste pas marché, parce que tu te dis, bon, ils en vont où avec tout ça, t'sais. Mais bref. Il aurait dû se rester sur l'idée de faire un film sur Woody puis la bergère, t'sais. Non plus, non. Non plus. Les connaissants, ils auraient fait sûrement une série télé là-dessus. D'ailleurs, Disney, en parlant de Disney, ils ont sorti l'annonce de Goosebumps.
la série Ah de ouais? Goosebumps là, qui va sortir sur Disney+, le 13 octobre, je ne me trompe pas. Je sais Avec pas à quel point. le terrifiant R.L. Stein Oui, qui a écrit ça, mais oui. oui, puis ben, tu sais, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intrigue, c'est que c'est Justin Long qui va jouer dans la série. Ok. Quand même intéressant. Dans tous ses films d'horreur, il crève de façon vraiment particulière, mais bien hâte de voir ça. T'avais-tu vu Barbarian? Oui, c'était bon. C'était écœurant, ce film-là. Ouais, c'était Sur bon. Disney+. Bref. La Nonne 2. Allez-y si vous êtes familier avec l'univers. Mais il faut vraiment avoir vu le premier film, parce que sinon, tu comprends rien là, de ce qui se passe dans le deuxième. Là. Tu vois un gars possédé, puis tu sais pas pourquoi il est possédé, en tout cas. Bref, c'est ça. J'ai été déçu encore une fois. La Nune. La Nonne. On pourrait poursuivre avec James Gray, parce qu'on a chacun les deux mêmes films de James Gray, puis c'était bien C'est bon. vrai. Je C'est vrai. propose qu'on commence avec Armageddon Time, parce que c'est le plus récent. C'est son plus récent film qui est sorti en 2022. Ouais, 2022. 2022, ouais. Est-ce que tu l'as aimé, toi? Ouais, j'ai pas détesté. Ben, je pense on pense pareil là, sur le film. J'ai pas détesté, j'ai pas non plus embarqué dans le film. J'ai pas eu d'émotion, là, en fait, pendant le film. Puis là, moi, il faut le dire, j'ai un grand intérêt pour James Gray, dans le sens que j'ai vu pas mal de ses films. Il y a peut-être 2 films de lui que j'ai pas vus. Puis tous ces films que j'ai vus, en tout cas, sont vraiment. J'ai vraiment embarqué dans ces films, trouvé ça excellent. Il y a peut-être juste Ad Astra, qui est son avant-dernier film qu'il a fait avec Brad Pitt, que j'ai trouvé long. T'sais, il était long, puis c'était comme un peu trop, si je peux dire, cathédrale là, dans la façon de faire. Là, la grosse musique qui est dans le tapis. Puis, c'est beaucoup plus un film visuel plus que euh, plus qu'émotionnel. Là. Oui, tu as une histoire père-fils. Là. Ça, d'ailleurs, on va rentrer là-dedans, Qui revient tout le temps, ouais. mais c'est ça. Armageddon Time, je pense que Ben, tu sais, c'était bien comme vois-tu, film, ouais. mais un peu comme Ad Astra, on dirait, j'ai trouvé ça long. Il se passait pas grand-chose. Mais vois-tu, moi, les autres films que j'ai vus de James Gray, c'était Two Lovers puis We Own the Night. Puis ce Oui, qui m'a vraiment frappé dans les deux films, c'est le protagoniste qui est vraiment comme obsédé par quelque chose, ou c'est un psychopathe quasiment. Là. Puis on n'a pas cet attachement-là avec le personnage d'Armageddon Time. Je trouve qu'il est plus dur à s'attacher, mais il est le fun pareil. Tu sais. Parce que dans le fond, ouais, l'histoire, c'est une histoire qui est hommage à 400 coups, assurément. Je pense que c'est quasiment autobiographique de sa jeunesse à lui. Puis ça se passe à New York des années 80. C'est un jeune gars de genre 12 ans, 6e année, que ben, il est turbulent à l'école puis tout. Puis tu sais, c'est un peu la merde. Puis là, c'est une grande famille juive. Puis là, ils sont comme pas contents de son comportement. Puis qu'ils l'envoient dans une école privée où est-ce que c'est comme l'élite un peu là, qu'on appelle. ouais. Puis c'est à peu près ça. Il se passe pas nécessairement grand-chose. C'est juste que c'est un bum. Puis il vit sa vie de bum. Puis tout là. Je pense qu'il y a une critique sociale à faire sur justement les Juifs de cette époque-là, puis aussi les Noirs, parce que là, il y a comme un meilleur Ouais. ami noir que ses parents, ils détestent pas, mais ils lui disent, tu Ben, il n'y a tiendras pas pas de avec un parents, Noir. justement. Tu sais, le seul parent qu'il y a, c'est sa grand-mère qui est comme mourante. Ouais, Là. Il se ramasse à peu près tout seul. Mais tu sais, c'est justement à travers toutes les différentes cultures, ben, ça va réfléchir un peu le rêve américain, tu sais, parce que c'est le rêve américain, c'est comme hey, viens ici, c'est la belle vie, tu vas travailler, puis tu vas devenir ouais, comme millionnaire si tu travailles fort, tu sais. Puis c'est pas nécessairement ça, parce que, tu sais, justement, quand lui, il veut être artiste, puis sa famille, c'est des immigrés juifs qui sont comme non, tu peux pas faire ça, tu vas être pauvre, puis genre, nous autres, on n'est pas venu ici pour que tu sois pauvre, là, tu sais. On est ici non, pour c'est ça. pour que tu prospères, puis en même temps, t'as comme le noir que lui, il veut être dans NASA. Puis tout le monde lui disait, il y a pas de place pour les Noirs dans la NASA, ils veulent rien savoir de toi, là, tu sais, parce que t'es Ouais, noir. Tu sais. Puis c'est ça, tu sais, le rêve américain, il est bien beau, sauf que tu sais, c'est pas tout le monde qui part avec les mêmes chances dans la vie, puis tu pars pas tout au même niveau, puis c'est ça, tu sais. Puis justement, quand il va dans l'école de privé après ça, c'est comme ils se font dire que hey, c'est nous autres l'élite. Puis ouais. c'est un peu cette mentalité-là, mais c'est tous des gens C'est qui le sont bien contraste un nantis, peu, puis là, ben, ouais. c'est ça, tu sais. Puis c'est des gens qui partent avec genre 2 mètres d'avance tout le monde parce qu'ils ont des moyens, justement. Tu sais. Puis c'est ça que ça vient réfléchir. Je trouve ça intéressant de cette façon-là. Tu sais. Ouais. Mais au niveau du scénario, je pense que l'avenue qu'il a pris est très intéressante aussi avec comment se baser sur ses valeurs familiales, mais sur ses valeurs propres à nous aussi. Là, c'est, excuse-moi, j'ai un appel. Mais t'as
t'as tout l'aspect, justement, de ses valeurs familiales que, comme tu dis, son père, il est plombier, je veux dire, il aime pas sa job, mais il fait pour l'argent qu'il reçoit. Puis on dirait qu'il leur... C'est aussi la mentalité de toutes ces familles-là à cette époque-là, je trouve. C'est comme, oui, tu peux rêver grand, mais rêve correctement. Là, va pas rêver avec des licornes puis des faux que tu peux pas garder chez toi. Là. Mais ce que j'ai aimé du film, c'est qu'il reste quand même dans son thème principal de tous ces films que j'ai vus. Justement, tu parlais de Two Lovers. C'est un des deux que j'ai pas vu de lui. Puis The Immigrant. The Immigrant avec Marion Cotillard. Donc, puis il y a aussi Joaquin Phoenix dans ce film-là. Si je ne me trompe pas, Joaquin Phoenix est dans beaucoup de ses films, dont Two Lovers, que tu parlais. Je pense que ça va être le fun d'en jaser après, là, dans We Hold the Night. Mais Armageddon Time, j'ai trouvé que c'était une histoire assez... comme tu l'expliquais, c'est une histoire vraiment le fun à compter. C'est un peu une espèce de... C'est un coming of age. Ouais, c'était coming of age. Je trouvais peut-être qu'il y avait des liens à faire avec The Fableman de Assurément, Steven Spielberg. assurément, oui. Puis, mais ça allait un peu moins dans justement l'espèce de... On restait plus dans le rêve du jeune garçon que dans son parcours de vie, là, tu sais. Mais il y a moins de magie aussi que Fableman. Ouais, il y a moins de magie, ça c'est sûr. Mais on restait quand même beaucoup dans les thèmes de James Gray, qui comportent justement la famille, aussi l'aspect frère, l'aspect parent aussi. J'ai trouvé ça agréable parce que c'est rare que dans ces films, on parle de... Ben là, j'ai pas vu Two Lovers ou The Immigrant, mais c'est rare qu'on parle de la mère du protagoniste. C'est vrai. C'est vrai. En général, c'est souvent la relation entre père et fils qui est beaucoup exploitée. Puis aussi la relation entre frère et sœur. Mais là, dans ce cas-ci, c'est Anna Thaoué qui joue sa mère au jeune garçon. Puis je trouvais ça vraiment sympathique de voir la... On ne va pas non plus en profondeur là, dans cette relation-là, mais je trouvais ça le fun d'aller par là. Ben, d'ailleurs, le personnage aussi de Anthony Hopkins est absolument incroyable. Je trouve que c'est ça qui oui, fait le film. c'est ça, j'allais dire. La relation père-fils, on la développe beaucoup plus vers le grand-père et le fils. Donc, son grand-père, c'est Anthony Hopkins, puis je trouve que c'est vraiment merveilleux. La discussion avec au parc, là, la fusée, tout. Ouais. Ben, c'est Ça, je comme trouve ça son. vraiment beau, C'est comme un peu son point d'attache à vie, je trouve, son grand-père. Puis c'est ça qui donne un peu d'espoir. Parce que la relation avec Ouais, son père est un peu compliquée. Puis il frappe avec une ceinture. Puis c'est pas nécessairement ouais c'est beau. rough, Puis c'est ça. quelqu'un d'assez austère qui dit non, tu vas faire comme telle affaire. Tu peux pas rêver dans la vie. Là, c'est ça que j'aime d'Anthony Hopkins, c'est lui qui ouvre vers comme toutes les Oui, possibilités un petit peu. oui, c'est lui qui a totalement une mentalité différente, du reste de sa famille. Puis c'est peut-être là aussi qu'on va aller voir un lien entre le grand-père et le petit-fils, Le lien, peut-être, la mentalité plus pleine, pleine Ouais. de rêves et de fantasmes, Mais je trouvais ça intéressant parce que souvent, le grand-père, c'est lui qui a comme les vieilles idéaux, qui va penser, comme dans le temps, dans mon temps, on n'avait pas le choix, on devait Ouais. faire ce qu'on devait pour, Ouais. pour avoir l'argent. Mais c'est ça. Mais par rapport à ça aussi, je trouve qu'il y a une scène en particulier qui en parle beaucoup, mais je pense que ça se reflète un peu, c'est tout l'héritage juif de comme qu'est-ce que ça représente Ouais, être juif, puis la passation, que comme quand tu vieillis, ben, tu comprends un peu ton histoire, parce que c'est un peuple qui est persécuté depuis à peu près 1000 ans, les juifs, puis ouais. tu nais, tu le sais peut-être pas, mais t'as quand même ça dans toi, puis là, faut que tu l'apprennes. Puis à un moment donné, ils rient un peu des juifs, puis là, ils sont fâchés, parce que tu peux pas rire de ces affaires-là, tu sais. Ben, en fait il rit pas des Juifs, mais c'est juste qu'il se passe une situation Ouais, comique. Le père, c'est tout, genre, puis là, les jeunes, ils rient de ça, mais le restant de la tante, la vieille tante qui dit Ah, vous riez des camps de concentration, ça se fait pas. Puis... Non, non, mais c'est. Dans la forme du scénario, puis dans le film en général, je trouvais ça vraiment intéressant. Il n'y a pas un film que j'ai détesté de James Gray, mais c'est pas mon préféré. ben, moi, je te dis, dans les trois que j'ai vus, le meilleur, c'est Two Lovers. C'est extraordinaire, Two Lovers, pour Non, vrai. ouais. Joaquin Non, Phoenix, ben, c'est j'aimerais ça le malade. voir. J'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais faudrait que je le Est-ce trouve qu'il à quelque joue? part. Je vais regarder s'il joue quelque part. Ouais. Quand même tough à trouver.
Mais sinon, tu sais, c'est ça, dans les thèmes, ben là, le thème de la relation père-fils entre frères, ça va revenir dans tous ces films. On pourra peut-être en parler plus en détail avec We Own the Night, parce que, ben, si tu veux, on peut passer là, déjà à We Own the Night, mais je voulais dire, ce film-là, Armageddon Time, je trouve l'aspect aussi 1980, New York, la famille juive, ça vient beaucoup rechercher des thèmes. Je pense que c'est son premier film, je ne suis pas sûr, mais Little Odessa, C'est son premier film, ouais. c'est son premier long métrage. Ouais. Puis ça se passe justement dans les années 90, à New York, je pense que c'est à Brooklyn. Puis c'est vraiment dans les taudis de Brooklyn. Puis c'est une famille juive russe qui vivent reclus un peu, mais c'est dans la mafia aussi russe. Puis là, tu as comme Tim Rhodes qui revient au bercail des années après s'être enfui. Puis c'est comme rendu l'homme de famille, si tu veux. Puis il va comme. Il va avoir son petit frère qui est joué par Edward Furlong, American History X. Puis Terminator, Judgment Day. Puis dans le fond, il va jouer. C'est son petit frère qui va le suivre partout. Puis ils se connaissent pas tellement, les deux. Ils s'enfuient. Ils ont quand même un grand écart d'âge. Puis là, il va comme lui enseigner les bonnes manières, si tu veux, puis qu'il faut pas qu'il suive la famille dans la mafia, puis toute l'équipe. Puis là, bon, il y a une fin tragique, mais c'est beaucoup plus dans l'aspect gangster un peu, mais il fait un lien dans The Yard. The Yard qui est, selon moi, un très bon film aussi, là, qu'il a fait, puis qui va venir un peu plus en lien avec We Own the Night. Autant au niveau des acteurs que de l'histoire. Parce que The Yard, c'est un film, je pense, c'est 2000 ou 99 ou 2000 ou 2001, dans ce coin-là. Puis c'est Mark Wahlberg qui va jouer un de ses premiers grands rôles, qui va jouer... ouais, c'est-tu 2000? 2000, ouais. 2000. Ouais, 2000. Puis c'est Mark Wahlberg qui va être... C'est un peu un enfant sans parents, là, si je me rappelle bien. Puis il est comme incrusté dans la famille de sa blonde. Puis ben, sa blonde, c'est Charlize Theron, je pense. Elle joue sa blonde, ben, c'est comme sa sœur, sa meilleure amie. Puis il y a son meilleur ami. Ou ben, non, c'est ça, c'est son meilleur ami qui est Joaquin Phoenix. Qui sort, c'est sa sœur, je pense, Charlize Theron, en tout cas. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais il rentre dans cette famille-là, puis là, il va commettre... c'est un peu la mafia aussi, puis là, il y a comme une grosse histoire là, de suspense là-dedans, puis ça va être comme l'acceptation, si tu veux, de... C'est les parents de Joaquin Phoenix puis de Charlize Theron, c'est comme ses parents à lui, mais là, il va le commettre rejeté, parce que c'est James Caan, en fait. Là. Ouais, vas-y. Mais parlant de Mark Wahlberg, il est-tu mauvais, hein? C'est incroyable quand il est pourri comme acteur. C'est minable, il sait pas jouer. Ouais. Mais, parce que c'est ça, là, ça fait un lien avec We Own the Night. Parce que dans We Own the Night, c'est aussi le retour comme de Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix. Que là, ils vont jouer des frères. Mais je te laisse expliquer le film si tu veux. Ok, dans le fond, We Own the Night, c'est l'histoire d'une famille juive, que c'est Joaquin Phoenix, qui est un gars qui... C'est pas un bum, mais il rôde dans le milieu, genre de la mafia, puis tu sais, des clubs de nuit, puis tout. Puis tu sens que lui, c'est la passion, puis c'est comme l'excès, là. Il est habité par tout ça, puis tu sais, c'est ça qui l'anime. Puis à Mais là, l'opposé, on se retrouve encore dans les années 80 à à New New York. York, oui, ouais. Ben, je pense que c'est assez classique de son cinéma. C'est comme Ah, c'est un ouais. peu où il a grandi. Puis je sais pas si sa famille c'était des bombes de même, j'imagine que non. Mais en tout Je cas, sais pas. peut-être. Puis c'est ça, t'as Joaquin Phoenix qui est là, puis il y a son frère complètement à l'opposé, qui est Mark Wahlberg, qui joue un policier. Ah, ben correct, là, tu sais, c'est pas le Ouais. capitaine ou trop. C'était pas si important, mais tu sais, il est correct, il est assez sobre. Puis le père qui est joué par James Duval, Robert Duval. Robert Duval, que lui, c'est comme le chef de police, puis c'est comme une grosse tête importante, puis Ah, tout, ouais. puis c'est une figure d'autorité, puis tout. Puis j'aime ça au début, le contraste entre. Ah oui, Tu sais, au début, c'est vraiment cool, t'es avec Phoenix, incroyable. puis là, c'est comme, oh, wow, c'est la débauche, puis là, puis t'arrives l'autre Mais bord, ça a l'air fucking plate, là, tu sais, c'est comme juste gris, puis la, juste la scène d'ouverture, je la trouvais écœurante. Moi, il faut le dire, là, c'est un film de 2007. Okay? J'avais 12 ans, j'avais été voir ce film-là au cinéma. Puis dans la scène d'ouverture, t'as juste Eva Mendes qui se masturbe ouais, là, sur un fauteuil. Puis c'est quoi la tune là? C'est la tune disco, genre la plus classique qu'il n'y je a me pas. rappelle Là. plus. Je me rappelle En tout plus. cas, c'est nananana, nananana. En tout cas, bref, c'est une bonne tune disco, mais c'est comme c'est une scène vraiment. C'est une très bonne scène d'ouverture. Moi, Ouais, je feel
I feel Que like a ça man. Tu sais, quand t'embarque il fait tellement ça. dedans, puis t'es comme Non, attiré ouais. automatiquement par Joaquin Phoenix. Je trouve que c'est lui qui porte le film sur son dos aussi parce qu'il a tellement de Ah, belle c'est sûr. présence, puis il joue, c'est incroyable. Ouais. Puis ok, après ça, c'est les deux frères, comme ça, c'est la dualité. Puis là, la police essaie de comme profiter de Joaquin Phoenix qui est dans la mafia un peu, qui rôle là-dedans pour essayer d'infiltrer puis avoir de l'information puis tout. Fait que là, lui, il est comme pas sûr puis il se tient un peu loin de la police, mais là, il va se passer des affaires puis il aura comme pas vraiment le choix de faire partie de la gang puis tout. Puis là, ça le met dans la marde des deux côtés un petit peu. Ouais, parce que c'est le gérant, tu sais, un des plus grands clubs, tu sais, à Brooklyn, puis tu sais, les gros dirigeants, si tu veux, de la mafia s'en vont tout le temps là. Donc lui, il a comme pas le choix, tu sais, Ouais. d'être un indicateur, tu sais, un informateur de sa propre famille, là, tu sais, c'est comme... Parce que tu as la relation aussi écœurante avec, justement, le parrain, si tu veux, de la mafia, sans être, tu sais, on le sait pas, là, encore, mais Mais c'est un c'est peu un comme le père aussi, hein. gérant. C'est une figure de père. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme le père qu'il n'a jamais eu, qui l'accepte, qui donne des bons conseils, qui donne aussi la job qu'il a, une job de rêve. Puis là, de l'autre côté, comme tu dis, le contraste c'est vraiment écœurant. Tu comme son père qui l'accepte vraiment pas, puis qui est comme, t'es un gâchis, tu gâches toute ta vie, puis tu travailles dans des bordels, puis il traite t'es avec sa blonde, mais ils font juste l'appeler la portoricaine, Ouais. la portoricaine que t'as amenée ici. Non, non, mais c'est vraiment un bon film. Je l'adore, ce Mais je trouve film-là. que, tu sais, la scène où est-ce que le père, il fait de la boxe, puis là, t'as juste la police qui arrive, qui est comme, ah, ok, c'est lequel des deux, là, tu sais. Oui, Ça, c'est vraiment une belle scène, c'est vraiment comme, c'est beau, là, oui, je trouve ça violent quand même, mais c'est beau. Puis, oui. puis ce que j'aime aussi, c'est que même si Joaquin Phoenix va finir par partir du côté des policiers parce qu'il n'y a pas le choix, tu sais, il faut qu'il se fasse protéger. Puis je dis, même Ouais. s'il devient policier, puis il est comme rejoint l'ordre, ça reste un bum, puis il va toujours rester un bum pareil. Puis ça, Ah, j'aime ouais, cette ouais. progression de ce personnage-là, tu sais. Moi, j'adore la finale du film. Puis là, je veux pas trop en dire si jamais vous l'avez pas vu, mais c'est juste la discussion entre les deux frères. Puis t'es comme. C'est vraiment beau à voir, tu sais. C'est comme oui, oui, t'as tout l'aspect du contraste. Puis comme deux frères peuvent se détester, peuvent vouloir s'arracher à la tête au plus profond parce qu'ils sont tellement différents. Mais il y a quand même, la famille, c'est la Un lien. famille, puis l'amour sera toujours là, puis je trouve que c'est beau dans ce film-là, de voir ça. Dans pas mal de tous ces films, tu as cet aspect-là, de James Gray qui va dire, au final, la famille, c'est la famille, Mais, je trouve que c'est dans le seul film où est-ce que, ben là, j'ai pas vu Two Lovers, je sais pas si c'est un lien à faire avec ça, mais comme tu as toujours cet aspect-là. Puis dans ce film-là, ben, je trouve que c'est comme le film qui fait ressurgir le mieux cette pensée-là du travail de James Gray. Ouais. Ben, oui, ben, j'ai pas vu les tant que ça, là, mais oui, je suis d'accord. Ouais. Puis Bref. aussi, le film est quand même extrêmement violent. Puis tu sais, il y a des bonnes scènes d'action, des scènes de pourchasse, des choses comme ça qui sont vraiment cool. Ouais. Sauf que ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que des fois, tu as des scènes de violence dans certains films que c'est du spectacle, là, puis il y a comme pas de sensibilité, puis c'est juste comme des gens qui se font tuer, puis tu t'en fous un peu. Tandis que ça, c'est une violence qui est vraiment crue, mais que elle te fait mal, tu sais, t'as trouvé dégueulasse, cette violence-là, puis c'est pas bien Ouais. quand tu regardes ça. Puis ça, j'aime ça quand ils font ça. Tu sais, je pense à la scène où est-ce qu'il fait juste taper le gars dans le cou, puis c'est extrêmement violent, il est comme plein de sang, puis t'es comme, oh, je sais pas, tu sais, c'est pas une belle violence, hein, tu sais. Ouais. Ben C'est ça. justement, cette scène-là est incroyable. Là, il rentre dans une espèce de fabrication de cocaïne, puis là, t'es comme tabarnache, c'est un laboratoire, c'est sale, tu rentres là-dedans, puis tu ressens justement, tu sais à quel point Joaquin Phoenix est vraiment un bon acteur, c'est que tu ressens comme son anxiété, tu ressens comme son stress, puis tu sais, il est comme là, mais il devrait pas être là, tu sais, fait que c'est vraiment bon. Ah, Ouais. un très bon film, je le conseille à Ah, tous. ben c'est fou quand il est bon, Joaquin Phoenix, c'est incroyable. C'est Ouais. un de ses meilleurs rôles, probablement, dans ce film-là. Plus que le Joker, là. Je vais dire ça de même, là. Ouais. Pas lancer de flèche à personne, là, mais plus que le Joker. Ben écoute, j'ai hâte de voir Joker 2, mais Ouais. c'est à quel point, je veux dire, qu'est-ce qu'on a d'autre à aller rechercher de ce personnage-là? C'est ça. Je Ouais. sais pas, je sais pas à quoi m'attendre, mais en tout cas. J'espère Bon, on juste que verra. ça sera pas une comédie musicale. Ben, J'espère juste ça. c'est pas supposé être ça à base. Il me semble que Ben, oui. les rumeurs, oui, mais à quel point? Tu sais, si ça chante, peut-être à deux, trois places, ok, je comprends. Tu sais, je veux dire, le Joker, surtout que là, il va avoir Harley Quinn, tu sais, joué par Lady Gaga, ben là, tu te dis, ok, je comprends le concept, là, tu sais, le Joker, puis surtout avec Harley Quinn, c'est toujours comme flyé.
Mais je trouve tellement que ça ne fit pas avec le premier film. Tu sais, le premier film, il allait vraiment dans le réalisme, là, dans comme c'est vraiment l'émotion de la chose, là, le personnage qui est vraiment comme bizarre Brisé. puis comme Ouais. fucké, là, ouais. Fait que je sais pas jusqu'où ça peut aller, tu sais, la comédie musicale là-dedans, mais bref, on verra. Joaquin Phoenix, toujours bon. Ah, assurément. Assurément. D'ailleurs, Ouais. il joue Napoléon dans Napoléon. J'ai hâte de voir ça, Oui, Tabastac, ça va être bon. en novembre. Ouais. J'espère qu'il sera pas repoussé. C'est quand même, tu sais, quand même dans 2 mois, mais là, Ben, c'est un film d'Apple Apple TV+, fait que je sais ouais. pas. Je Parce sais que pas. t'as aussi Killer of the Flower Moon qui Hmm. sort en octobre. D'ailleurs, t'as-tu vu la nouvelle annonce? Ils ont sorti une nouvelle annonce. Non, j'ai pas vu. Je vais Ça a aller l'air voir. très bon. Hâte de voir. Un film de 3h30. Mais, mais ouais, ben, c'est ça, comme tu dis, peut-être à Apple TV, ouais. Parce que Ouais. c'est, tu sais, Killer of the Flower Moon, je pense que c'est chapeauté par Paramount aussi. Fait que OK. il y a Ça se comme les peut. deux studios, c'est un peu bizarre, mais effectivement, si ça sort, c'est sûr que ça va être bon, Napoléon. Puis c'est ça. Mais James Gray, très bon réalisateur, je trouve. Ah, moi, je suis curieux de découvrir d'autres choses qu'il fait. Là. Tu sais, je vais essayer de fouiller Ouais. un peu sa Ben, filmographie. comme je te disais, je pense Little Odessa, c'est peut-être celui le plus facile à trouver. Là, parce que j'ai vu, il était sur Tubi aussi. Je sais OK. pas si c'était Tubi. C'est Ben, vraiment pas beau, là, c'est gratuit. le streaming, mais ouais, c'est ça, c'est gratuit. Fait que tu peux en profiter. Mais sinon, moi, il me semble que je l'avais vu sur YouTube. OK, Mais ben, très bon film. je vais checker. Sinon, ben, si t'as aimé We Own the Night, tu vas peut-être aimer The Yard, qui ressemble beaucoup à We Own the Night. C'est juste que là, c'est ça. T'as Mark Wahlberg en premier plan. Là. C'est ça la différence. Là. C'est comme Joaquin Phoenix, c'est comme on the side un peu plus. Mais ouais. Non, Mark Wahlberg, très mauvais acteur, ça c'est sûr. Là. Mais sinon, moi, j'avais beaucoup aimé The Lost City of Z. Encore là, t'as pas un acteur spectaculaire, là. Charlie Hunnam, c'est pas, c'est pas le meilleur acteur non plus. Mais, mais t'as Rob Pat qui joue là-dedans, Robert OK. Pattinson, excuse, qui, qui joue comme le rôle secondaire là, dans ce film-là. Puis, mais c'est un très bon film sur la recherche. C'est la recherche du rêve. Encore là, on explore un peu plus le rêve américain, mais tu as aussi toute la relation. Le gros défaut de ce film-là, c'est que tu vois Tom Holland avec une fausse moustache. Puis c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas. Ça ne fit vraiment pas. T'sais. Parce que le jeune, c'est. Tom Holland, c'est comme le fils de Charlie Hunnam. Fait que déjà là, l'écart d'âge est quand même pas très bon. Mais ça passe comme des années plus tard. Puis là, tu vois Tom Holland, c'est comme une moustache pour paraître plus vieux. C'est vraiment niaiseux. Mais j'ai adoré le film. En vrai, là, c'était un très bon film. Sinon, ben, c'est ça. Je te conseille tous ces films. Ils sont tous bons. J'aimerais ça voir Two Lovers. Ouais. Fait que j'ai vu qu'il jouait sur une plateforme de streaming, mais c'est l'enfant que je connaissais pas, genre Oupla, ou je sais pas trop quoi. Là. Hop là, ok, ouais. Je sais pas c'est quoi. Ouais, je connais pas non plus. Yeah. On essaiera de voir ça. Mais ouais. Anthony Hopkins, j'ai. D'ailleurs, j'ai tapé des Father l'autre fois. Oui, c'est bon. Des Father avec Anthony Hopkins. J'ai hâte de le voir. Anthony, tu sais, c'est un vieil acteur. Il joue depuis longtemps. Mais tu sais, il y a eu un temps où il faisait comme des gros blockbusters. Comme, il a joué dans Transformers 5. Là. Tu sais, Ouais. ça avait aucun lien. mais mais tu sais, là, on le redécouvre. Il y a Two Pop aussi, là, je pense que c'est sur Ah ouais, les deux Netflix. papes, ouais, ouais, ouais. Ouais, Two Pop. Ouais, c'est Il très joue. bon, ça. Ça a l'air que c'est bon. Ça a l'air que c'est bon. Fait que je vais peut-être me faire un Anthony Hopkins bientôt. Je vais peut-être me faire un blog d'Anthony Hopkins. C'est un critique d'acteur, tu sais. Ah ouais. Hannibal Lecter. Fait que, bref, tu veux-tu que j'aille avec Del Toro? Oui, vas-y. Guillermo del Toro. Très bon réalisateur. Bon, on en a souvent jasé. Tu sais, Guillermo, dans les dernières années, bon, il a fait The Shape of Water, qui était vraiment excellent, je trouve. Tu l'as-tu vu, Shape of Water? Assurément. Très bon film. Oui. Son dernier, c'est. Ben là, j'ai Nightmare... pas vu C'est-tu sa Nightmare Alley? série. Non, ben j'ai pas vu sa série. Il a fait le cabinet. Ouais, 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 c'est Cabinet vrai. quelque chose sur Netflix. Ça semble être comme un.
Ah, mais c'est-tu une série qu'il a fait ou c'est une affaire comme Alfred Hitchcock présente, puis c'est comme lui qui chapeaute ça, mais c'est des gens qui font comme des genres Ben, des ben épisodes? c'est ça, j'en ai aucune idée si c'est lui ou non. Mais j'ai vu l'annonce, ça a l'air quand même pété. Là, comme, on ressent déjà comme son style là, dans l'annonce. Fait que je ne sais pas à quel point il était présent. C'est-tu comme chapeauté par lui ou c'est produit à fond puis comme scénarisé? Mais non, son dernier, c'est Pinocchio Ah oui, c'est vrai. Ah, qu'il avait ouais, fait. c'était correct. C'était correct, c'était pas. C'était rien d'exceptionnel. J'avais aimé comme l'idée là, d'aller vers là. Mais effectivement, Nightmare Alley, c'est aussi un de ses derniers. Puis ça aussi, c'était correct sans plus. Mais il a toujours resté dans son thème très fantaisiste et des créatures bizarres. Puis, je sais pas, ton préféré de Guillermo, tu dirais que c'est quoi? Ben, le labyrinthe de Pan, c'est très très bon. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, ben, mon préféré, mettons, hors comic book, là, si je peux dire, ça serait le labyrinthe de Pan, que j'ai vraiment aimé. Sinon, Shape of Water aussi, j'ai beaucoup aimé, mais on dirait que c'était un peu plus long comme histoire. Le labyrinthe de Pan, c'est comme un conte de filles, mais pour adultes, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun de rentrer là-dedans, c'est très violent aussi. Ah, puis l'esthétique est belle, là, c'est hot, là. Ah oui, 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 tout à fait, l'esthétique. D'ailleurs, Crimson Peak, je sais pas si tu avais Ah vu oui, ça c'est Crimson bon, j'ai Peak. aimé ça aussi, ouais. Crimson Peak, j'avais beaucoup aimé l'esthétique. J'avais trouvé le film un peu long sur les bords, mais j'avais vraiment aimé le fait que. Puis là, ça va avoir un lien avec un des films que j'ai regardé. Mais j'avais beaucoup aimé le style de surnaturel, mais on the side, parce que t'as comme tout l'aspect slasher aussi derrière ça, la folle. D'ailleurs, Jessica Chastain, qui joue la sœur folle là-dedans, de Tom Hiddleston. Mais d'ailleurs, elle joue, on parlait de Armageddon Time. C'est T'as-tu vrai, elle remarqué? a un petit rôle de genre 30 secondes, mais. Un petit rôle de qui? Ben, C'est quoi ça? non, mais elle s'appelle Trump en plus, puis je trouve que ça Oui! représente bien ce qui est Trump, justement. C'est quelqu'un Oui, qui puis est elle né était riche, blonde, puis tout. de merde, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je trouvais ça drôle, je pensais la revoir. Finalement, on l'a juste pas jamais revu. Ouais. Je me demande à quel point elle a été comme elle a été payée pour ce rôle-là, ou bien c'était juste comme le fun. Hey, Jessica Chastain, viens faire un petit rôle. Mais elle a un tennis aussi de femme un peu bourgeoise. C'était Ouais. bon. Mais c'est ça. Pour son style un peu plus capoté, je trouve le Labyrinthe de Pan et Crimson Peak sont vraiment bons pour l'esthétique, puis aller rechercher justement plus le style là, de Guillermo del Toro. Tu sais, Parce que Crimson sinon, Peak, là, toute l'esthétique de la neige avec le sang qui revole ah sur la oui, neige, c'est tellement c'est beau, là. c'est- c'est extrêmement gothique. Moi, j'adore ça. C'est très vieux film, un peu bizarre. Ça fait quasiment référence au cabinet Ouais, ouais, Caligari, un petit de peu. tout l'expressionnisme allemand. Puis là, bon, il y a son premier film qui a fait Chronos, que je t'avais déjà parlé. C'est comme une histoire de une espèce de les enfers là, dans un petit médaillon. Ça, c'est 1993, 94-93. Puis c'était pas excellent. Je trouvais ça long. C'est sûr que c'est son premier film qu'il fait. Fait que c'est peut-être ses idées étaient là, mais son style, on le ressent beaucoup là, dans le film, mais le film en soi, je le trouve long, je le trouve un peu plate. Puis ben là, il revient avec un film qui l'a fait peut-être plus connaître là, en 97. Parce que sinon, il a fait beaucoup de petits courts-métrages, il me semble, là, entre ces deux années-là. Mais il revient en 97 avec un film un peu plus pété. C'est Mimic. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film-là. Non, non. Mais les deux que tu parles là, j'ai jamais rien vu de ça. Ça, OK. ça m'intéresse. Ouais, ben Chronos, ouais, je ne sais pas où est-ce que tu pourrais le trouver, mais c'est 93. Il est peut-être sur des streamings. Je pense qu'il est Criterion, je ne suis pas sûr, mais il est peut-être Criterion vu que c'est comme le premier film là, de Guillermo del Toro. Mimic, 97, c'est un film complètement bizarre. Je pense pas qu'il est tant connu que ça. Là. C'est en français, je pense que c'est Métamorphose le nom. Puis c'est un couple d'amoureux qui ont sauvé la ville de New York. Je pense que c'est un an plus tôt. Ils ont sauvé la ville d'un virus qui attaquait surtout les enfants. Parce que c'était comme des bêtes, là, des insectes qui piquaient les jeunes. Puis là, il y avait comme un virus dans l'air, puis là, ils mouraient, puis tout.
Puis là, c'est deux docteurs, dans le fond, qui se rencontrent dans cette épidémie-là. Puis là, ils commencent à sortir ensemble. Ils se marient, tout. Puis là, un ou 2 ans plus tard, je me rappelle plus trop, mais ils ont étudié ces insectes-là. Puis dans le fond, ils ont réussi à tuer ce virus-là en créant un nouveau type d'insecte. Puis c'est pas tant spécifié quel type d'insecte, mais ça ressemble à des grosses mouches, là, quelque chose comme ça. Puis des croquerelles, là, en tout cas. C'est vraiment fucké comme insecte, mais c'est comme ces insectes-là qui ont mangé les autres insectes, puis c'était une forme de vie qui devait mourir après comme 6 mois toute seule, tu sais. C'est pas censé se reproduire ni rien. Mais là, ils se sont reproduits, ces insectes-là, puis ils se métamorphosent. Dans le fond, ils créent des nids souterrains dans les égouts, puis ils se métamorphosent un peu en humains, mais ça ressemble zéro à des humains. C'est juste qu'ils se tiennent debout, puis ils nous imitent un peu. Puis là, ils découvrent ça, qu'il y a une sorte de vie pas extraterrestre, j'allais dire extraterrestre, parce que ça ressemble un peu à ça, mais c'est une forme de vie insectueuse qui vont imiter les humains pour comme se faufiler durant la nuit dans nos rues, puis ils mangent des êtres humains. C'est très violent comme film. Ils mangent des enfants. Puis, C'est-tu là, ils prennent la forme humaine ou c'est quoi? non, non, mais c'est ça. Ils prennent même pas la forme humaine. C'est juste qu'ils mettent des vêtements humains, Ok. puis des chapeaux, des souliers, puis là, ils se promènent dans, dans les rues là, la nuit. Puis dans cette histoire-là, il y a comme un autiste qui, lui, son père, il serre des chaussures dans le métro. Puis il a comme l'oreille, ce jeune-là, pour entendre les souliers, les fameuses souliers, les différents souliers. Puis de sa fenêtre de chambre, il entend souvent justement les insectes marcher. Puis là, il dit souvent: Ah, telle pointe, telle chaussure. Les chaussures de l'homme au chapeau melon bizarre, tu sais. Puis là, le père, il regarde dehors, mais il voit quelqu'un, tu sais, avec un chapeau puis un imperméable, tu sais. Il se rend pas compte que c'est un insecte, mais ce jeune-là, à un moment donné, il va être comme emprisonné avec les insectes parce qu'il va comme parler un peu leur langage. C'est un peu bizarre. Mais bref, ce couple-là de docteurs, ils vont découvrir qu'il y a des cocons de ces insectes-là qu'ils ont créés, que là, finalement, ils ont évolué, puis là, ils vont aller dans le métro, puis t'as Charles S. Duden, qui, je sais pas si ça dit quoi, là, ce nom-là, il joue dans pas mal tous des films, justement, des années 90, là. Un bon acteur. Ben, d'ailleurs, c'est un des prisonniers dans Alien 3. J'ai pas Tu vu. sais, OK, bon. C'est le plus nul des aliens, mais, mais il a joué dans beaucoup de films de David Fincher. Puis, c'est ça, lui, c'est comme un garde de sécurité du métro, fait qu'il va comme les accompagner dans le métro. Puis là, c'est sous les rails du métro que là, ils vont voir toute la nuit de cocon, puis là, ils vont être pognés là. C'est un film assez court, là, ça dure peut-être 1h40, quelque chose comme ça, mais c'est le fun, j'ai eu du fun à regarder ça. C'est un film qui se passe beaucoup de choses, tu sais. T'as d'ailleurs un jeune Josh Brolin qui joue là-dedans. Il meurt assez rapidement, mais c'est le fun d'avoir un jeune Josh Brolin. Puis, ben, c'est ça, en gros, ils vont essayer de vaincre les insectes, mais c'est tout. Oui, il va y avoir un peu de CGI, c'est le début un peu là, à la fin des années 90, mais il y a beaucoup de réalisme, là, d'effets pratiques là, dans le film. Ça, c'est quand même intéressant, c'était le fun. C'est rien d'extrêmement écœurant comme film. Là. Guillermo del Toro, il a fait d'autres films beaucoup meilleurs, mais je trouve que ça vient en lien un peu avec les deux Hellboy qu'il a fait. C'est pour ça que je te parlais tantôt dans ses films non comics, là, comics books, parce que il a fait deux Hellboy. Juste avant ça, il avait fait Blade 2, ben, Ah qui, ouais, je c'est vrai, je pense, savais pas. ouais, ben, je pense que c'est son film tout de suite après Mimic. Ok. Ah non, c'est faux. C'est faux. L'autre film que j'ai regardé, c'est juste avant Hellboy. Juste avant Blade 2, dans le fond. Parce que Mimic, c'est 97. Puis là, je pourrais te parler là, de. Son autre film que j'ai regardé, c'est 2001. Puis là, en 2002, il a travaillé sur Blade 2. Puis ça, je pense, c'est pour la popularité que son autre film d'avant, 2001, ça lui a valu, là, parce que c'est quand même un film, je pense, qui est très connu. Mais ce Blade 2, moi, je l'ai beaucoup aimé, même plus que le premier. Là. C'était vraiment bon comme film. Tu as Ron Perlman aussi qui joue dans ce film-là. Puis ben là, c'est là, après ça, qu'il a continué d'être dans les comics un peu avec Hellboy en 2004.
Hellboy 2, c'est The Golden Army, je trouve que c'est le meilleur là, des deux. Là, c'est en 2008. C'était vraiment bon, ça aussi. Puis tu retrouves dans ces films-là des déguisements, des acteurs qui se déguisent vraiment en monstres. Puis c'est des monstres qui vont revenir pas mal dans Pan's Labyrinth ou The Shape of Water. Dans Hellboy, t'as l'acolyte, si tu veux, d'Hellboy, qui est joué par Doug Jones, qui est abbé. C'est comme un espèce d'homme-poisson. Fait que Ouais. tu vois, Doug Jones revient aussi dans The Shape of Water. Il joue un peu le même type d'amphibien. C'est comme un autre Ah, c'est le même poisson. acteur qui joue les deux personnages? Oui, oui, ben Ah, Doug Jones, il joue dans pas mal tous les ok. films Ben, c'est vrai, parce que c'est à de peu près le Guillermo. même personnage, pareil, Ben, pareil, là. exact. Mm. Exact. Tu vas voir les. Tu vas voir les photos là, de Doug Jones dans Hellboy. C'est un homme poisson, puis il ressemble beaucoup à The Shape of Water. Mais tu sais, t'as des créatures aussi dans Hellboy qui reviennent dans The Pan's Labyrinth. C'est Doug Jones qui joue l'espèce de créature avec les yeux dans les mains. Là. Ouais, ouais. Je sais pas si t'en rappelles, il y a comme des Ouais. longs doigts, puis il fait peur, ce stick-là. Mais, mais c'est lui aussi qui va jouer l'espèce de Dan, là, le taureau, là, comme qui va venir parler à la petite fille. Ouais. Elle aussi, ça aussi, cette affaire-là, il fait peur. Là. Mais, mais c'est ça, fait que c'est incroyable. Puis, mais là, je peux te parler si tu veux. Mais d'ailleurs, avant, je vais te jaser Pacific Rim, je sais pas si tu as vu. Ça, je l'ai pas vu, non. Ok, ça, c'est en 2013, un peu plus, c'est Blockbuster. C'est juste avant Crimson Peak. Puis, il restait encore dans son monde un peu comic book, là, parce que c'est comme un mash-up avec Godzilla puis Transformer. C'est un très bon film aussi. C'est juste que ça reste. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, là, mais ça reste, c'est un blockbuster. Là, c'est pas écœurant comme film. Ah, y a-tu l'esthétique del Toro comme ces autres films ou il s'efface un peu derrière un Ben, style c'est ça, américain plus, c'est là? comme le film un peu Mouton Noir, je trouve, de Ok. la filmographie là, de Del Toro, parce que, oui, il y a des créatures, mais on les appelle les kaiju, là. Mais les kaiju, ça ressemble beaucoup à Godzilla, là, puis à des monstres marins, puis sinon, sans ça, c'est très blockbuster américain, là. C'est pas, t'as comme pas la vibe gothique, ni c'est monstrueux à part les monstres, là, les kaiju, mais sont très sobres là, comme monstres. Il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Mais juste le film, moi, je le trouve vraiment, c'est plaisant à regarder, c'est le fun. Ça met de la vie dans. Ça met de la joie dans la vie. T'sais. Mais bref. c'est aussi Charlie Hunnam là, qui joue dans ce film-là. Puis, euh, ouais, c'est drôle, on fait un lien parce que je te parlais de Lost City of Z avec Charlie Hunnam. Mais Charlie Hunnam, il joue aussi un petit rôle dans Crimson Peak. C'est comme le chum Oui, oui, de je me Mia rappelle. Wazowski là, qui Ouais. arrive. J'ai étudié Wazowski. Je me rappelle pas son nom. Wazikowski, Wazikowski. ouais, je pense. Je Je me souviens pensais plus. à Mike Wazowski. Ouais. Euh, mais bref, Pacific Rim. Puis sinon, j'ai regardé l'autre film de Del Toro que je n'avais jamais vu. Je peux te donner son titre original. Là, c'est El Espinosa del Diablo. Hmm. Je l'ai mal dit. El Espinazo del Diablo. C'est Les, ça le titre original. les Chines Le du titre, diable. ouais, ouais, Les Chines du Diable. Le titre original en anglais, c'est The Devil's Backbone. C'est un Ça, film de 2001. c'est-tu un film mexicain, ça, ou c'est espagnol, ou c'est C'est quoi? espagnol. Ben, c'est comme un mélange, je pense, espagnol-mexicain. Là. Quand tu regardes Ouais, le Mexico exactement. fin. Ouais, exactement. Puis c'est des acteurs aussi que tu vas revoir dans ces films plus proches de l'Espagne. Ok. Mais bref, l'histoire est très intéressante. Je voyais des liens avec beaucoup de films qu'il a fait. T'sais. D'ailleurs, avec Pinocchio, son plus récent, parce que ça se passe en 1939, juste comme à la fin de la guerre civile de l'Espagne, puis la Deuxième Guerre mondiale et tout. Fait que tu te retrouves comme un peu dans un. C'est un jeune Pinocchio, on dirait, qui a voulu représenter. Là. Ben, je veux dire, dans Pinocchio, on dirait que c'est un jeune qui ressemble beaucoup au jeune de l'histoire de ce film-là. C'est un petit orphelin qui se fait déposer à un orphelinat durant justement les derniers jours là, de la guerre en Espagne. Puis c'est un jeune Carlos.
qui arrive là. Puis là, il est comme pas accepté déjà là, par tous les jeunes. C'est un orphelinat de jeunes garçons. Là. Fait que c'est chapeauté par une madame, que elle, son mari est mort, puis là, elle a un concierge, quand même vieux, puis elle a un docteur aussi, là, qui travaille avec elle pour enseigner aux jeunes, puis aussi être le médecin. Puis c'est un vieux, puis ce vieux-là, il est comme en amour avec elle. Puis t'as une jeune femme qui travaille avec un autre jeune homme qui vont, euh, qui vont faire les petits jobs. Là. Le jeune homme, c'est comme l'homme à tout faire, puis la jeune femme, ben, c'est elle qui va aider à faire de la bouffe, puis tout. Puis ces deux-là, ben, ils sont comme en relation, si tu veux, là, ils sont comme amoureux. Puis les jeunes, pendant la nuit, ils se faufilent pour aller chercher de l'eau au puits. Puis dans le puits, c'est comme une ancienne cathédrale. Puis là, c'est tout sombre. Les jeunes, ils veulent pas y aller seuls. Puis là, ils envoient le nouveau, pour un peu y faire peur. Puis c'est son intimidateur, le plus grand des jeunes qui va dire ah ben vas-y. Puis l'autre, il va lui dire ben si t'as des couilles, viens avec moi. T'sais. Fait que les deux, ils vont y aller. Puis dans le fond, c'est là il va se retrouver tout seul au bord de l'espèce de piscine qu'il y a là. C'est pas une piscine, mais c'est comme un espèce de trou avec de l'eau sale dedans. Puis il va voir un fantôme. C'est comme un petit garçon, il est plein de sang, puis il le regarde dans l'eau. Puis là, il va avoir peur, puis il va s'enfuir parce que le jeune homme à tout faire, il va comme entendre du bruit, fait qu'il va les chasser. Puis lui, c'est comme si tu veux, c'est pas celui qui va y battre, là, mais il les aime pas, les jeunes. Puis là, tu comprends que lui, c'était un orphelin de cet orphelinat-là, qu'il a grandi, puis finalement, il est encore là, tu sais. Mais c'est un estique de manger une marde, là. Il baise avec la vieille qui prend l'orphelinat, puis il chiale à propos du docteur, il dit ah, tu penses qu'il t'aime vraiment, mais il a pas écouté pour te baiser. Puis là, lui, il faut partout, puis finalement, il joue le gars amoureux avec la jeune femme. T'sais. Puis les jeunes, ils l'aiment pas, parce qu'il est bas, puis il les coupe avec des canifs, tout le kit. Puis là, il y a toute l'histoire justement du jeune garçon qui est comme mort, que là, t'apprends, il y a comme une bombe dans le sol, puis elle n'a jamais explosé. Puis là, la légende, c'est qu'il y a un jeune qui a disparu cette journée-là quand la bombe s'est écrasée, puis ils l'ont plus jamais revu. Puis là, ils disent c'est la bombe qui l'a tué, puis il est comme parti, puis tout le kit. Puis là, finalement, ben, il y a beaucoup d'histoires à travers ça, là, à travers cette histoire-là. Le film ne dure pas tellement longtemps, 1h50, mais t'as comme toute l'espèce d'évolution du petit gars, du jeune Carlos qui est là, que là, il se fait des amis partout. T'sais, finalement, son intimidateur, il devient son meilleur ami parce que là, il va y passer son dessin, puis là, les deux vont se jaser des dessins, puis ils veulent devenir dessinateurs, puis tout le kit. Puis ils ont tous les mêmes ennemis, dans le fond, le jeune homme là, qui a tout faire, là, qui veut les battre, puis tout. Puis au bout du compte, ben là, c'est lui le méchant. Là, le jeune homme, il va vouloir mettre le feu partout, il va vouloir violer la fille, puis il va vouloir tuer tous les jeunes. Fait que là, c'est comme lui le méchant. Fait que je vois beaucoup de liens avec Crimson Peak, que genre, t'as l'aspect surnaturel, on the side, du petit gars qui est mort, puis qui est là. Il hante la place, mais en même temps, il n'est pas tellement présent. Puis, t'as l'histoire justement du jeune homme que lui, il veut voler. Parce que là, c'est ça, il y a comme de l'or là, caché là. Fait que lui, son but, c'est de voler ça puis partir. Mais là, il se fait mettre dehors avant, puis là, il pète les plombs, là, il tue tout le monde. Puis, dans le fond, c'est ça, t'as comme le jeune Carlos qui va sauver la mise là, en voyant ce qui s'est passé. Le jeune mort, il va lui faire voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que t'as toute la backstory de l'histoire cachée derrière tout le mystère. Là, à travers ça, t'as le docteur qui va les aider, les jeunes. Puis tout. Mais c'est un très beau film. J'ai vraiment aimé ça. J'ai passé un beau moment. C'est pas un film vraiment trouvable. Là. Je pense pas que T'as vu ça les où, gens sur vont... Frisson TV? Ouais, moi, ça jouait sur Frisson TV. Très bonne chaîne de télé. Je veux pas faire de promotion, mais quand même. Non, non, Très bonne fais-en, chaîne de télé pour fais-en, voir fais-en. des vieux films. Fais-en de la Toujours le promotion. podcast. Oh, ben d'ailleurs, ils ont un Instagram, Frisson TV. Allez voir ça.
Il y a des concours des fois, si vous êtes des amateurs de l'horreur. Là. Mais ouais, The Devil's Backbone, El Espinazo del Diablo, l'échine du diable. Mais ça, d'ailleurs, l'échine du diable, c'est que le docteur, il va expliquer une affaire à un moment donné, que les bébés qui naissent et qui meurent, c'est comme des petits bébés de démons. Puis là, il va les mettre dans des bocals. Donc là, il y a plein de bocals avec des bébés morts là, à la naissance. Puis ils ont comme une espèce l'espèce voyons, la colonne vertébrale est comme toute sortie, puis on dirait des petits démons. Puis j'ai jamais compris, là. Il explique un peu, là, c'est quoi ces bocals-là, puis qu'est-ce qu'il fait, mais ça n'a pas une importance tant que ça, mais c'est comme, ça a un lien avec, justement, l'espèce de légende autour du film, là, que c'est les enfants du démon, si tu veux, parce que le petit liquide, je pense pas que c'est du placenta, là, parce que c'est jaune, puis c'est comme fermenté là-dedans. Puis là, il boit ça comme de l'alcool, il se fait des shots de ça, puis là, il explique aux jeunes, tu sais, le jeune, il a 8-9 ans, puis là, il explique que ça permet aux gens de mieux percevoir les vraies choses autour d'eux, puis surtout aux, aux hommes de bien être excités par les femmes. Puis là, il explique ça aux jeunes, tu sais, lui, il prend des shots pour être excité. C'est comme son Viagra, si tu veux. Puis j'ai vraiment ri, vraiment trouvé ça bon. Mais tu ressens vraiment la vibe d'El Toro, dans ce film-là. Tu ressens surtout ce qui va devenir par la suite. C'est son troisième film. Chronos, oui, ça... Chronos, c'est un film espagnol aussi, là, fait que mexicain, espagnol encore. Fait que t'as beaucoup de liens aussi là, dans, je pense, son style qu'il va apporter à tous ses films d'après. Mais c'est vraiment ce film-là, je trouve, qui va beaucoup plus en détail dans son style, puis dans ce qu'il va faire par la suite, dans son avenir de cinéaste. Parce que tous les films qu'il produit aussi, ils ont tout l'aspect un peu d'El Toro. Hein? Don't Be Afraid of the Dark, t'avais ça. C'est comme des... Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non, j'ai pas vu. Don't Be Afraid of the Dark, c'est comme des petites fées des dents. C'est comme la légende urbaine là, de la fée des dents. Mais c'est comme des petits rats, là. C'est comme des êtres humains vraiment petits. C'est dégueulasse, là. C'est vraiment... Mais c'est un bon film, tu sais. Ça fait peur un peu. Puis, mais sinon, t'as The Story to Tell in the Dark. The Story Don't Tell in the Dark. En tout cas, quelque chose comme ça. C'était bon, ce film-là. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Scary Stories to Tell in the Dark. Oui, c'est ça. Scary Story to Tell Non, j'ai in the pas Dark. vu. Non. Il est sur Netflix, je pense. Okay. Je suis pas sûr, mais c'était bon, ça aussi. Puis ça revient peut-être en lien avec sa série sur Netflix qu'il fait. Je me rappelle plus trop, c'est Le Cabinet, quelque chose. Ouais, je me suis d'avoir vu le titre un moment donné, mais je peux pas dire. Ça a l'air d'être une série où à chaque épisode, t'as comme différentes histoires, là, un peu bizarres. Un peu comme American Horror Story. C'est comme Hitchcock présente un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, je l'ai pas vu, ça. C'était-tu bon? Ben, je l'ai pas vu non plus. OK. Parfait. Ben, sinon, c'est ça. Del Toro, je le conseille. Voilà, à part ces petits films courts-métrages, j'ai tout vu, sa filmographie. Donc, là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Ah, c'est un grand cinéaste aussi, Del Toro, il était écœurant. Oui. Ben, tu sais, il a été 2 fois aux Oscars, en tout cas, dernièrement. Là, je sais pas si ses autres films avant... Ben, je pense pas pour Hellboy puis Blade. Pacific Rim, je penserais pas, là, mais c'est pour Shape of Water puis Pinocchio... quand même, aux Oscars, quand même pas rien, tu sais. Ben, le Labyrinthe de Pan, j'imagine qu'il était là pour langue étrangère. Je pense que oui. Ouais. En tout cas. C'est ça. Fait que Del Toro, ouais. Allez voir ça. Moi, je peux finir avec un film particulier qui est quasiment introuvable. Ça fait longtemps que je le cherchais. Puis là, j'ai tombé dessus par hasard comme ça, puis j'ai capoté. Là. Ouais. Sébastien Rose, qui était notre enseignant à l'université, qu'on salue. Ben, moi, je le salue. Je sais pas si tu le salues. Moi, je le salue. Je le salue aussi. Je sais pas s'il va se rappeler de moi. On s'est parlé un petit bout en Zoom seulement. Fait que... Ben, moi, j'ai adoré Sébastien. Je trouve que c'est un enseignant très pertinent, puis très sympathique aussi, puis il est le fun. Fait qu'il a fait 4 films dans sa vie, ce monsieur-là. Et puis, là, j'ai trouvé son premier film, c'est le seul qui me manquait, qui s'appelle Comment ma mère a accouché de moi durant sa ménopause. C'est un film de 2003 qui a une belle brochette d'acteurs. T'as Paula Marani qui joue le rôle principal, t'as la mère qui est jouée par Michel Langto, qui était sa belle-mère à Sébastien Rose d'ailleurs.
Hmm. Puis t'as la sœur de Paula Marani qui est jouée par Sylvie Moreau. T'as Anne-Marie Cadieux qui joue la psychologue. T'as comme Lucie Laurier qui joue la blonde de Paula Marani. Tu sais, c'est une belle brochette d'acteurs. Pour l'époque, Ouais, c'est une très belle 2003, brochette. c'était écœurant. Puis l'histoire, dans le fond, c'est Paula Marani qui doit apprendre à décrocher de sa mère et de sa sœur, parce qu'il a grandi avec un père qui était absent. Fait que c'était sa mère et sa sœur qui étaient toujours ensemble. Puis là, ils sont rendus à 30 ans. Puis ils dorment dans le même lit encore, puis tout. Mais je pense que c'est plus symbolique que théoriquement ils dorment dans le même lit. Mais tu sais, dans le film, tu vois ça, les trois ils sont dans le même lit, puis ils vont se coucher. Puis comment tu viens de te coucher? Puis ils disent, oh, ouais, je m'en viens. Tu sais. C'est pas la Marani. Puis là, à un moment donné, ben, lui, c'est un homme à femme, tu sais, il couche avec tout ce qui bouge, puis tout. Puis il est comme très immature, puis c'est comme s'il accepte pas de devenir homme ou de prendre ses responsabilités. Ouais, il accepte pas de grandir. C'est ça. Puis sa mère, elle est comme très présente aussi, puis elle est toujours derrière lui, puis elle dit quoi faire, puis tout. Puis Ouais. là, à un moment donné, il tombe amoureux de Lucie Laurier. Puis c'est comme sa blonde. En même temps, il couche avec sa psychologue Anne-Marie Cadieux. Puis tout, mais elle est comme employée par la mère pour le contrôler, puis des affaires comme ça. Là. Euh, OK. puis C'est- là, avec Lucie Laurier, ben, il faut qu'il prenne ses responsabilités parce que ça devient de plus en plus sérieux. Puis là, il peut plus comme coucher partout parce que c'est sa blonde, puis il veut comme la respecter pareil. Tu sais. Puis c'est un peu ce drame-là à travers le film de comment il va réussir à grandir ou pas, puis à couper le cordon avec sa mère ou pas. Tu sais. C'est à peu près ça le film. Ben, après ça, est-ce que l'histoire était extraordinaire? Non, c'était correct, là, tu sais, mais j'ai ri. Tu sais, c'est un film, c'est une comédie. C'est pas une comédie pince en rire comme, mettons, Menteur ou c'est des grosses comédies d'été de même. Sauf Ouais. qu'il y a plein d'autres que j'ai trouvé ça très drôle, ça m'a fait rire. Mais c'est ça. C'est un film de 2003 aussi, c'est une autre époque. Puis c'est ça. C'était Non, correct, c'est là. ça. C'est des films sympathiques québécois, mais que, C'est ça. dans le fond, ils viennent pas rechercher non plus rien de spécial. Là. Mais tu sais, c'est pas une comédie populaire, là. T'as quand même. Tu sais, Sébastien, il y a une maîtrise en philo, je pense. Puis tu sais, ça se ressent dedans, c'est des Ouais. intellectuels, puis ça parle comme des intellectuels. Un peu comme on le verrait chez Denis Arcand, je trouve, dans le dialogue, comment c'est parlé. Tu sais, c'est Mhm. un dialogue qui est un peu faux, ou un peu comme Ouais. littéraire, je dirais. Là. Ben, tu ressens aussi, j'imagine, beaucoup de liens avec les écrits de. C'est Robert Carver. T'as-tu étudié Robert Carver? Raymond Carver. Raymond Carver? Raymond Carver. Ben, ça a-tu rapport Ouais, à c'est ça? ça. Non, je te dirais non, pas tant. Non, ok. Tu Non. sais, les relations amoureuses un peu, tu sais, on boit, on baise, puis that's it, Ouais. on fume, puis. Non, non. Non. Ok. Bon, ok, Non, parfait. c'est plus pété. Tu sais, Carver, me semble, c'est très terre à terre. Puis tu sais, c'est juste le Ouais, quotidien, ouais. puis il n'y a rien de très flamboyant. Tandis que ça, c'est vraiment pété. Puis c'est vraiment comme dans la Ok, tête du gars. ok, C'est ok. ça. Mais en tout cas, j'ai Puis, pas grand-chose à dire d'autre, là, mais non. Sébastien, il y a quand même des bons films à son actif. C'est le fun. Ouais, ben, t'as vu, t'as vu La vie avec mon père, le dernier que t'as vu, me semble que c'était ça. Le banquet. Le banquet, là, Ah oui, le c'était. banquet, le J'ai banquet. vraiment aimé ça, le banquet. Tu as-tu vu? Je l'ai pas vu, non. Il est sur ma watchlist, par exemple. Moi, j'ai vraiment aimé ça, le banquet. Mais Pour ouais, vrai, là. tu me disais que t'avais aimé ça, ouais. C'est son meilleur film. Après ça, il en a fait trois autres. Je te dirais son dernier, c'est peut-être son moins bon, là, avant que mon cœur ne bascule. Tu sais. Ah oui, ok. Tu sais, c'était bien pareil. Là, c'était Ça cool. fait la job, ouais. Puis tu sais, là, c'est en 2013 son dernier. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Fait que je suis un petit peu déçu. Tu sais, je sais qu'il Il travaillait est sur des dû. adaptations de choses, mais il est dû certain. Là. Il est dû. C'est ça, Je il sais est pas dû. s'il a, il a renoué sa classe de scénarisation à l'université, mais. Ouais, mon cousin, il l'a comme prof, puis c'est ça. Ah oui, ok. Oh, ouais, il est encore là. Bon, mais Colin, ça fait la job, mais c'est pas rien, tu sais, il fait des films, même si c'est pas bon, je veux dire, il a quand même fait un film. Non, non, c'est bon, ces films. C'était C'est pas ça, mauvais, celui-là. C'était un c'est film ça. peut-être de notre époque aussi, puis c'était bien, puis ça reste un premier C'est ça, long-métrage ouais. aussi, là, tu sais, mais c'était pas un mauvais film, là, je veux pas dire ça. J'ai quand Mais même eu du non. plaisir, tu sais, c'était Ouais. correct. Tu me le conseilles? Ben, commence pas par ça. Moi, je te dirais, si tu Ok. veux découvrir Sébastien, va voir le banquet avant, c'est meilleur. Ça. Parfait. Sauf que c'est le On va fun checker parce que ça. tu connais Sébastien, fait que c'est le fun de voir Oui. après ça. Ben, c'est qui est le fun et Tout tout, ça. tu sais, de voir des films sur des gens qu'on connaît, tu sais. Puis en ça, tu l'entends parler en regardant ses films parce que tu l'as tellement écouté Oui. parler dans la vie que comme, je me vois comme devant sa classe puis à l'écouter. Là. Oui. C'est le fun. Colin. Fait que c'est Ben, ça. je mets ça sur ma watchlist, certain. Euh, Parfait. Rappelle-moi le titre, il est quand même long. C'est comment ma mère a accouché de moi durant sa À accoucher de ménopause. moi. Ok. Long titre quand même, mais Mais la fin, ça c'est fait que la job. j'ai aucune idée où tu trouves ça, c'est quasiment introuvable. Fait que, Ouais, c'est ça. faut fouiller un petit peu. Parfait. Mais Colin, moi, ça conclut Moi aussi. l'épisode. Un très bon épisode. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine? Moi, j'ai une grosse semaine devant moi. Lundi, je m'en vais à la première de Simple comme Sylvain. Bon, Fait que, ok. il y a ça, ça va être bon.
Ça sort vendredi prochain, ça. Ouais, Aujourd'hui, il y a Solo qui sortait. Je vais aller le voir peut-être. c'est vrai, ouais. Ben, je vais aller le voir cette semaine, assurément. Je sais pas quand, mais je vais aller le voir assurément. Parfait. Ben, restez à l'affût sur les réseaux. J'imagine que tu vas nous faire des stories là, de l'avant-première de Comme Sylvain. Ben, pourquoi pas? Je vais être avec. Tu sais, Dolan, il va être là. Peut-être Parfait. je vais être Ah invité de ouais. Dolan, ça va être malade, là. Ah ouais. Ouais. Pixie une jasette. Non, je suis pas sûr, je suis trop gêné. Parle-y de son. Parle-y de sa départure du cinéma. Mais OK, Simple comme Sylvain, Solo. Fait que t'es pas mal dans le film le cinéma québécois quand même. J'ai quelques films québécois justement dans ma watchlist. Je vais peut-être t'accompagner Ben, avec moi, je voulais certains films. regarder aussi Élémentaire, puis on s'était dit on pourrait faire un petit spécial Pixar, C'est ça pourrait être vrai, intéressant, oui. c'est vrai. Il y a l'avenue Pixar. Puis pour aller en lien avec Disney, ben, je vais sûrement aller voir la nouveauté qui est The Hunting in Venice. Ah, c'est Le Disney qui troisième fait ça, ouais. film, Ouais, ouais. ouais, le troisième film de Hercule Poirot, Ouais. maîtrisé par Kenneth Branagh. Fait que je vais voir ça. J'avais pas pété aux frettes non plus avec Death on the Nile là. Pendant le COVID. J'avais été voir ça, puis c'était quand même. C'était plate, là, comme film. C'était pas un très bon film. Fait que je m'attends pas à grand-chose, mais ça a l'air quand même déjà plus intéressant comme histoire. On rentre un Ben peu oui. plus dans le surnaturel de la chose, sans être surnaturel. On s'entend que c'est quand même réaliste, là, Hercule Poirot, je veux dire. Mais tu sais, comme la bande-annonce est vraiment bonne, tu sais. Mais j'ai peur que la Oui, bande-annonce dévoile tout, puis que le film soit ça, tu sais. Puis j'ai ben, l'impression que c'est ça. ouais. Ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas regardé tant que ça la bande. Tu sais, je l'ai regardé une fois, puis c'est assez. Tu sais, j'essaie d'éviter de la revoir parce que c'est ça, je veux pas trop en voir. Tu sais, les films meurtre et mystère comme ça, c'est toujours le fun, tu sais, d'y aller à l'aveugle un peu, là. T'es pas connaître aucun personnage, puis vraiment comme y aller one shot. C'est un one shot deal, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si je vais me taper euh, les deux premiers. Moi, je les ai quand même vus une fois, c'est assez. Mais parce que le meurtre sur l'Orient Express, c'était pas non plus un film fantastique, là, je veux dire. C'est des remakes, hein, fait que, ils ont déjà été faits, c'est une histoire déjà connue. J'ai jamais lu les livres de Agatha Christie, mais c'est des histoires déjà connues. J'ai vu les vieux films qu'ils ont fait que... T'avais-tu vu Mais le là, film de Kenneth Branagh, là, Belfast? non, je l'ai pas vu. Ah, C'est-tu moi, bon? non, j'ai pas aimé ça, mais Non, hein, ben, ça c'est ça. avait l'air un peu plate. Ça avait Ouais. l'air un peu... ouais. Moi, Ben, c'est pas quelqu'un que j'apprécie bien, Kenneth Branagh. Tu sais, même dans son rôle de Gilderoy Lockhart, je l'aimais pas. Fait que ouais. j'ai comme ce préjugé-là tout le temps qui reste, là. Ben, même comme acteur, il est pas extraordinaire non plus. Non. Mais ouais. Non, c'est un acteur, un réalisateur. Il fait ce qu'il peut, mais c'est parce qu'il est dans beaucoup de styles. Hein. Ouais. C'est difficile de voir son propre style parce que les films qu'il a fait, c'est souvent un peu. C'est contraste un peu. Il plonge dans beaucoup d'affaires. Fait que, on verra bien. Mais il est bon dans le rôle d'Hercule Poirot. Je l'aime beaucoup en Hercule Poirot, avec sa grosse moustache. Sauf que là, c'est ça. J'ai hâte de voir. Ça va sûrement être meilleur que le dernier, mais on verra quand j'en parlerai au podcast. Quand on sera de retour à Qu'est-ce que tu regardes?